Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un épisode hors série de Chef. Pendant un mois, à l'approche des fêtes, on vous propose ce format un peu différent. Le Noël des chefs, une collection d'épisodes qui explore l'enfance, les souvenirs, les premiers gestes, ces moments de fête qui riment souvent avec la table, mais vous me connaissez, bien sûr qu'on va en profiter pour découvrir plus encore et qu'on va tirer le fil de la guirlande pour découvrir l'histoire de celles et ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu. Et pour ouvrir cette série, Éric Fréchon. 3 étoiles, meilleur ouvrier de France, des décennies passées en cuisine des plus grands palaces parisiens, dont évidemment le Bristol qui fut jusqu'à très récemment sa maison. Bref, c'est un très grand nom de la gastronomie qui ouvre cette série, mais avant les 3 étoiles, avant le Bristol, avant les palaces, il y a d'abord un enfant de Normandie, une famille réunie autour de la table, à Noël évidemment, la dinde, le saumon, le boudin et cette fameuse bûche à la crème au beurre, dont il cherche encore à retrouver la saveur. Il y a aussi ce geste presque fondateur. À 15 ans, il prend en charge tout le repas du réveillon et surprend sa famille avec des huîtres chaudes fièrement servies pour l'occasion. Et puis ce terreau, la cuisine du grand-père, les produits du jardin, les marchés, le goût du frais, tout ce qui fera naître chez lui une envie profonde, être indépendant, se débrouiller pour trouver sa voie. Dans cet échange, on parle des fêtes, bien sûr, mais aussi du métier, de la vocation, des rencontres, des maisons qui vous forgent et de ce que l'on donne aux autres quand on cuisine, parfois au détriment des siens. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et je vous invite à entrer dans ce premier épisode hors série. Le Noël des chefs commence en beauté, en sincérité, avec un chef qu'on n'entend pas souvent malgré sa renommée. Je suis ravi de l'avoir enfin sur ce podcast en face à face pour qu'il décrive la naissance d'une vocation. Voici l'histoire d'Éric Fréchon. On va parler de gastronomie, on va parler de votre vision, on va parler de vos souvenirs. Et à l'approche des fêtes, en tout cas à la diffusion de cet épisode, si on doit s'en saisir pour parler de gastronomie, quand on vous évoque Noël, en l'occurrence, est-ce que vous avez des souvenirs ou si vous vous en rappelez en tant qu'enfant, parce que c'est souvent associé à l'enfance, quelles sont les images qui vous reviennent à l'esprit ? C'est vrai que quand on parle des fêtes, c'est souvent, ça résonne enfance quand même. Et moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, ces repas familiaux, évidemment, on était des très grandes tablées avec mon frère, mais surtout la famille de mon père, où ils étaient 9 enfants. Et ce qui me revient tout de suite en deuxième, c'est quand j'ai fait ma première année en école hôtelière, je leur ai dit, c'est moi qui fais le réveillon. Et je leur avais fait des huîtres chaudes. Donc je leur avais fait ça avec une fondue de poireaux et un savaillon. Et ils avaient été émerveillés, stupéfaits. Alors j'étais tellement fier, moi je sais pas, je devais avoir une 15aine d'années peut-être. On va en reparler parce que c'est pas anodin ce que vous nous dites là, c'est assez signifiant. Si on reprend le premier des souvenirs que vous avez évoqués, ces grandes tablées, il y avait quoi à table ? Est-ce qu'il y a des saveurs ? Est-ce qu'il y a des souvenirs ? Qui cuisinait ? C'était quoi ces repas familiaux avec ces grandes tablées ? Alors chacun participait un petit peu. On faisait, ma mère faisait une dinde pour Noël, c'était vraiment la grande tradition. D'autres c'était le boudin, c'était les huîtres, le saumon, même à cette époque-là où c'était des produits quand même nobles, donc on se payait ça une fois dans l'année. Et puis cette bûche traditionnelle avec la crème au beurre. Et moi, mon grand désespoir aujourd'hui, c'est que je n'arrive plus à retrouver une bonne bûche avec de la crème au beurre. C'est aussi une époque. Aujourd'hui, les bûches, elles sont déconstruites, revisitées, allégées, désucrées, tout ça. Et on n'a plus justement ce qu'on a connu quand on était enfant, où il y avait une forme de, on dirait, générosité, finalement. Bah oui, puis c'est une fois dans l'année où on mange ça. Donc effectivement, c'était peut-être un peu gras, c'était peut-être un peu tout ce qu'on veut. Mais en même temps, ce visuel de la bûche était quand même important. C'est attaché à Noël. Et alors moi, comme j'aime bien revisiter en fait ou rendre les choses un petit peu plus contemporaines, on va dire. Moi, je retravaille la bûche en fait aujourd'hui avec un biscuit japonais qui est beaucoup plus léger et une crème au beurre qui est aussi beaucoup plus légère. Et au moins, j'arrive à retrouver ces saveurs d'enfance qui sont évidemment moins grasses, plus légers. Et ça, j'adore. Mais il y a envie, c'est marrant quand même de retrouver ça, ces ancrages, ces premiers souvenirs finalement. Ça reste des références, les premiers goûts et les premiers moments de table comme ça. Je pense que les découvertes des saveurs, de ces moments aussi, je pense que c'est pas que le palais ou que manger, c'est ces moments aussi de partage qui sont importants et qui vous en laissent des souvenirs incroyables. Vous l'éprouviez quand vous étiez enfant ? Est-ce que vous avez souvenir de vous dire des choses, de ce que vous mangez ou de ces moments-là de table ? Puisqu'effectivement, ça ne se joue pas que dans l'assiette. Comment vous les viviez enfant ? Est-ce que vous avez des souvenirs d'impression ?
Je pense que c'était cette ambiance qu'il y avait autour de la table une fois dans l'année, soit à Noël ou soit au 1er de l'an, où c'était vraiment des réunions de famille qui étaient assez rares en fait, parce qu'ils étaient tellement nombreux que C'est en fait, on pouvait pas les faire tous les C'était une dimanches. organisation, quoi. Donc c'était une vraie organisation, chacun mettait la main à la pâte. Donc c'était des vrais moments de bonheur. Nous, en tant qu'enfants, on se retrouvait tous enfants en train de jouer. Donc c'était des vrais bons moments de jeunesse. Et en tant qu'enfant, vous mettiez la main à la pâte. Vous, à cet âge-là, c'était quoi le rapport que vous aviez à la cuisine? Moi, j'ai toujours aimé bien manger. Parce que ma mère ne m'a jamais fait ni un surgelé, ni une boîte de conserve. Au lieu de regarder la télé le soir, elle passait ses moments dans la cuisine pour faire la cuisine pour le lendemain de midi et le lendemain soir. Parce que même eux, le midi, rentraient pour manger. Donc, vous voyez, imaginez, c'est du boulot quand même. Et c'était que en produits frais. Alors effectivement, on allait faire le marché. Il y avait mon grand-père qui avait une ferme, donc on allait chercher les volailles chez lui. On avait des lapins. Chez nous, on avait un jardin. On faisait des pommes de terre et des légumes. Donc on avait tout un peu aussi sous la main. Ouais. Donc Ça, c'est votre c'était assez référence. facile. En fait, pour vous, c'était naturel. Ça, vous avez grandi avec cet environnement. C'était votre cadre, finalement. Vous avez ces valeurs-là ancrées dès le début, finalement. Moi, c'est pour ça que je pense que je suis un homme très ancré dans la terre. C'est effectivement parce que déjà par mes racines, déjà par mon grand-père, mon père, et aussi par le manger. Donc c'est important, par les produits, la connaissance des produits. Je sais d'où ça vient, comment c'est fait, et c'est important quand même pour un cuisinier. Moi, mon fils, lui, il est né à Paris. J'essaye de lui expliquer justement tout ça parce qu'il faut qu'il sache une carotte comment que ça pousse, quoi. Enfin, c'est idiot, mais Et à en Paris, même on temps, peut être déconnecté quand on a grandi à Paris. c'est ça. Mm. Donc c'est quand même important. Comment la cuisine a pris petit à petit sa place? Parce que là, on parle de l'enfance, on parle de ses fêtes de Noël, on parle de ses premières saveurs, de ces souvenirs qui dépassent le cadre de l'assiette et qui se déroulent autour de la table. Comment petit à petit ce chemin va s'orienter pour vous vers la cuisine? Qu'est-ce qui va faire que vous allez embrasser cette voie? Alors, une que j'ai constatée, c'était que mon grand-père était donc agriculteur, mon père vendait les légumes et moi aujourd'hui je les cuisine. Donc le chemin était un peu tracé. Mais ça, je ne savais pas à cette époque-là. Alors que moi, je suis vraiment venu à la cuisine. Je pense que déjà, ma maman a contribué à ça par le fait de cuisiner. Mais ce qui a été le déclencheur, c'est que je voulais un vélo. Et mon père m'a dit, si tu veux un vélo, tu vas te le payer, il faut aller travailler. Donc, moi, le seul moyen de garder pour pouvoir gagner un peu d'argent, c'était d'aller dans un restaurant, puisque c'est une station balnéaire qui s'appelait Le Tréport à cette époque-là. Et en fait, donc, je suis allé faire une saison dans ce restaurant pour me payer mon vélo. Et c'est là où c'est pas que j'ai aimé la cuisine tout de suite parce que j'ai été en salle. Donc, j'ai découvert plutôt ce monde de la restauration. Cette indépendance déjà à l'âge de 14 ans. C'est pas rien quand même, à 14 ans, de gagner ses premiers... Ça change quand même grandement les choses. De gagner un peu ses sous, de se dire qu'on peut... C'est un levier, quoi. Oui, puis au-delà de ça, de se dire, on peut se payer, pas ce qu'on veut parce qu'on gagne pas encore beaucoup d'argent, mais qu'on peut se payer ces petites choses qu'on a envie d'avoir. Mais c'est pas ça, moi, c'était mon indépendance déjà, en fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et qu'est-ce que vous mettez dans le mot indépendance à ce moment-là? J'avais plus besoin de demander forcément à mes parents de l'argent pour si je voulais dépenser pour des conneries, hein, souvent en général. Hein. Mais au moins, j'étais plus ou moins indépendant. Et ça m'a plu. Et de cette première expérience qui est de se dire, ok, c'est un passeport pour l'indépendance finalement que ce métier-là. Vous êtes en salle, vous allez passer de l'autre côté à un moment où vous décidez d'apprendre comment ça se passe de l'autre côté du pass. Comment vous avez l'idée d'aller voir de ce côté-là, en fait, de la restauration, du côté de la cuisine en l'occurrence? En fait, tout ça, c'est des opportunités qu'il y a eu. C'est-à-dire que au départ, on débarrasse les tables parce que c'est facile à faire. Donc, c'est des tâches très accessibles pour quelqu'un qui est à l'âge de 14 ans. Ensuite, l'année d'après, on m'a dit, tiens, tu vas aller aux fruits de mer. Donc, j'ai été ouvrir des huîtres, faire des plateaux de fruits de mer, etc. Donc ça a commencé déjà un petit peu, presque à toucher un petit peu la cuisine déjà. Et puis, du coup, étant derrière, je me sentais mieux derrière que devant avec les clients. Et aussi, j'étais très proche des chefs de cuisine qui étaient des femmes à cette époque-là et qui envoyaient énormément de couverts. Et elles étaient 2 ou 3 en cuisine. Et ce speed, ce côté, oui, très, très actif, très, très vif, m'a beaucoup plu. L'adrénaline. Oui, l'adrénaline du service, exactement. Et ça m'a énormément plu.
Donc là, je fais les plateaux de fruits de mer. Après, on me dit, tiens, tu vas aller faire des îles flottantes et puis des crèmes caramel. Hop, j'accède un peu à la pâtisserie. Et ensuite, je termine dans la cuisine, où c'est un peu le Graal quand on finit déjà dans la cuisine à côté de ces belles personnes, chefs de cuisine qui sont des femmes, des ménagères, hein, qui font de la cuisine dans des restaurants, quoi, qui n'ont jamais appris à faire la cuisine. C'est quand même hallucinant. Ben, ce qui est hallucinant, c'est d'imaginer qu'on puisse intégrer un process pour délivrer un volume alors qu'on On n'a n'a pas les codes, quoi. On n'a pas les codes, les réflexes, mais en fait, ça se fait naturellement. Mais je pense que chez les femmes qui adorent et qui aiment faire la cuisine pour les enfants et la famille, bah, il y a un côté un peu naturel, en fait, chez eux, je pense, j'ai l'impression. Ouais, nous, peut-être qu'on a besoin de plus apprendre. Mais c'est ce que vous allez faire, vous, en l'occurrence, parce que vous allez embrasser, du coup, ces études-là, cette carrière-là. Donc, du coup, effectivement, à l'âge de 15 ans, quand j'arrive en troisième et que j'ai mon BEPC, ben, il faut faire un choix de carrière et je lui demande à mon père de faire une école hôtelière. Ah oui. Donc, C'est évident. De fait, vous avez été piqué, vous vous dites, bon, ben ça, en fait, c'est ce que j'avais envie de faire. Ouais. Ouais. c'est quand même très reposant de se dire qu'il y a une clarté à l'époque où parfois on doute, où on sait pas trop. Pour vous, C'était pour moi, je me suis vraiment pas posé de questions. Pour moi, c'était naturel. Et ça a été bien pris, et ça a été compris en famille, les gens vous ont suivi dans cette idée? Moi, j'étais pas un très très bon élève à l'école. Donc, première demande au Touquet, dans l'école hôtelière du Touquet, qui était vraiment une très très bonne école. Refus de mon dossier. Donc là, déjà, un peu difficile. Et donc, on redépose les dossiers et je suis pris à l'école hôtelière de Rouen. À la fois, déjà, je suis en internat. Donc, nouvelle vie qui commence, quoi, à l'âge de 15 ans, quoi. Ah oui, parce que là, il n'y a pas qu'une histoire de cuisine, il y a aussi un changement de quotidien, on quitte les siens, on quitte sa famille, et c'est pas qu'on découvre une nouvelle vie et ce que va être la vie de cuisinier, mais il y a un peu de ça quand même, une forme de déracinement, une forme de... il va falloir que je fasse par moi-même. Exactement. En plus, du coup, mon père, tous les lundis matins, il venait me porter au train à Dieppe. Donc, il y avait 30 km, je sais plus, il était de bonne heure, 5-6 heures le matin, avec la 2 chevaux, on allait à Dieppe. Enfin, bon, c'est des souvenirs quand même qui sont incroyables, hein, l'hiver. Donc, il me déposait au train, je prenais le train donc, pour aller jusqu'à Rouen. Et donc, après, c'était très facile, puisque c'était juste à côté de la gare routière, de la gare SNCF, pardon. Et du coup, j'y allais à pied, donc c'était très, très facile. Comment ça va résonner ces premiers moments où on n'est pas dans un contexte professionnel quand on apprend et quand on est au lycée hôtelier? Néanmoins, il y a un petit peu quand même. En tout cas, il y a des professionnels qui nous apprennent. On commence à codifier les choses, à apprendre comment fonctionnent les choses, des techniques. Comment ça résonne chez vous quand vous les découvrez, ces premières techniques, ce premier rapport à la cuisine qui n'est plus familière ou... Déjà, l'approche de l'école a été différente. C'est-à-dire que je n'ai pas été très très bon élève entre la 6e et la 3e. Mais à côté de ça, quand je suis rentré donc faire mon BEP, tout de suite j'ai eu le déclic. C'est ça que je voulais faire et j'étais bon élève. J'ai été bon élève dans le sens où j'ai eu des bonnes notes, j'étais appliqué et après dans le côté pratique, évidemment j'avais soif d'apprendre. Mais je pense qu'en fait j'ai un caractère où j'aime le travail bien fait naturellement. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup beaucoup aidé dans toute ma carrière et de là où j'en suis arrivé. Sinon, je ne serais jamais arrivé. Ça en dit long sur les dispositions, les prédispositions qu'on peut ou pas avoir et sur la manière dont on doit s'orienter, parce que je m'amuse beaucoup de votre histoire en vous entendant la dire, en pensant à l'école du Touquet et aux gens qui rétrospectivement se disent « on a quand même dit non, de fait, à Éric Fréchon ». C'est marrant de revoir les choses et le fait qu'une fois que vous êtes révélé, Exactement. vous allez découvrir ensuite, et c'est comme ça que ça se passe quand on est en formation, des premières maisons, il y a souvent des stages, des périodes de formation. Quel souvenir vous gardez de ces premières expériences-là, qui sont pour le coup vraiment la réalité du métier, où on la découvre et où on la prend parfois même de plein fouet, parce que ça peut surprendre Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais ce restaurant qui s'appelait l'Orée du Bois à Bacqueville-en-Caux. C'est entre Rouen et le Tréport, on va dire. Et donc quand je suis arrivé dans ce premier stage donc à l'Orée du Bois, c'était Monsieur Saunier, donc qui était mon chef propriétaire. J'ai eu cette chance, c'est qu'en début de semaine, il travaillait très très peu. Et le week-end, par contre, il travaillait énormément. Et donc il a pris le temps de s'occuper de moi, de m'apprendre énormément de choses. Et ça a été une chance inouïe. Et c'est pour ça que j'ai été, je pense, dans les meilleurs dans la cuisine à l'école. C'est grâce à lui, je pense. parce qu'il a pris ce temps de la transmission. Il me faisait faire des plats de CAP, refaire si c'était pas bien fait. Justement, il m'a vraiment donné le goût à l'excellence. Et un personnage comme ça, si tôt sur sa route, et qui doit répondre aussi à votre envie de faire bien, de
tout de suite aller vers l'excellence, ce goût que vous disiez, du travail bien fait. Ça a dû résonner. Et c'est Bien pas sûr. mal comme attelage. Bien sûr. Alors bon, il n'y avait pas d'étoiles, etc. Mais c'était une petite maison familiale où on y mangeait excellemment bien. Et ça bossait 2 jours dans la semaine, quoi. C'est ça qui était un petit peu difficile pour eux. Mais moi, ça a fait mon bonheur, hein, cette histoire, puisque il a vraiment pris beaucoup de temps avec moi pour m'expliquer, faire les choses. Et puis après, on n'était pas 50 en cuisine non plus. On n'était que 3. Donc le week-end, on était 3. Donc il fallait être vif. Là, il fallait taper dans la balle, quoi. Comme on est dans cette période de fête, on se parle aussi d'une période où on n'a pas encore basculé. Souvent, dans la restauration, on dit qu'on travaille quand les gens s'amusent. Les fêtes, c'est une période de réjouissance, de célébration, la plupart du temps. Et à un moment, on va finir par travailler à ce moment-là, quand les autres profitent. Parce que la cuisine, ça prive de beaucoup de moments. Il y a encore ce moment-là où vous pouvez profiter de votre famille à cette époque, ou vous avez déjà basculé dans Non, c'était mort déjà. Ah ouais. Une fois qu'on met le pied dans la restauration, on bosse effectivement les week-ends, le soir. Moi, j'ai passé mon premier 31 décembre en famille l'an dernier. Toute ma carrière, j'ai jamais fait. Donc, c'est-à-dire que du moment où vous avez embrassé cette carrière et mis le pied dans une cuisine, ça a été ce déséquilibre. Ça vient spontanément, c'est le mot qui vient spontanément. Mais cette privation de ces moments-là. On est là pour donner du plaisir aux gens. Donc, ce plaisir aux gens, c'est quand eux ne travaillent pas forcément et qui prennent le temps de venir à notre table. Donc, évidemment, il faut être là, il faut être présent. Et là, vous le dites aujourd'hui, forcément, avec cette carrière, cette expérience, on peut s'en réjouir, mais quand on est jeune et qu'on découvre le métier, ça peut être dur de se dire « ça va être ça ma réalité ». Vous le viviez comment, vous, quand vous avez débuté ? Alors moi, j'ai pas du tout mal vécu. Non. Moi, j'ai raté tous les anniversaires, j'ai raté tous les 31, tout le Noël encore, pas tous. J'ai réussi à en avoir quelques-uns. Mais oui, j'ai sacrifié beaucoup de fêtes, des mariages de famille, des fêtes de famille. Mais ça m'a pas. Je le savais en fait. Ça faisait partie du jeu, donc on l'accepte très rapidement. C'était comme ça. C'était pas autrement. Donc moi, j'ai vu des Noëls où j'étais à table en famille. Et parce que vous ne verrez pas, mais il y a eu un journaliste gastronomique qui est arrivé. Hop, je suis levé de table, je suis tiré et je suis allé au Bristol. Et c'était un 24 à midi où où c'est moi qui préparais en plus le repas pour toute la famille. Et je les ai laissés en plan. C'est en ça que Noël cristallise beaucoup de choses aussi, parce que c'est un moment où on s'attend les uns les autres, où on est censé se réunir, et quand on est chef, on n'a pas toujours la possibilité d'être là, ou en tout cas on investit un petit peu différemment. Parce que les fêtes au restaurant, ça existe aussi. Il y a des familles qui viennent faire Noël au restaurant. Vous, comment vous les avez vécus, ces moments que vous voyez des autres de réunion, de célébration, quand vous étiez juste du côté cuisine, finalement? Moi, ça m'a jamais frustré. Moi, j'ai adoré dans mon métier, c'est de donner du plaisir aux gens. C'était ma forme, je pense, moi, je suis quelqu'un d'assez humble, en retrait, je suis un Normand, quoi, un vrai. Et du coup, c'est ma manière d'exprimer, en fait, je pense à tout ce que tout ce que j'aime partager avec les gens, en fait. C'est ma manière de leur dire que je les aime. À ma famille, c'est pareil. Quand je cuisine le dimanche, c'est une manière de leur dire que je les aime. Cette envie-là, vous l'avez perçue très vite, parce que là, on se parlait de ces premiers pas, de cette première maison. Très vite, vous vous êtes dit que ça allait être un terrain d'expression et de partage comme ça, la cuisine, ou c'est venu avec le temps? Je pense que c'est venu avec le temps, en fait. Moi, j'ai jamais eu de point de mire en disant c'est là qu'il faut que je sois. J'ai avalé toute ma carrière, en fait, au fur et à mesure du temps. J'ai eu beaucoup de chance aussi, je pense. Bon, beaucoup de travail, hein, évidemment, mais il y en a qui ont beaucoup de travail et qui n'ont pas forcément cette chance de bien réussir. Il y a eu des clés aussi qui ont fait que j'ai eu cette chance. Vous voyez, j'ai eu des légions d'honneur. Je suis super content, très fier de l'avoir. Mais le lendemain, c'est fini. Je suis passé à autre chose. Le MOF, c'est pareil. Il y a quand même un côté un peu transmission, tout ça quand même sur le MOF, mais cette joie de l'avoir sans avoir vraiment le demandé, on accepte. Enfin, moi, j'accepte. Je suis très heureux et très fier. Mais le lendemain, la vie continue et on est passé à autre chose. Quelles vont être, vous parlez des clés justement, et là on se parlait de ces premières expériences, de ces premiers temps de formation finalement. C'est quoi les clés qui vont vous faire évoluer par la suite? C'est quoi les grands chapitres qui vont marquer les débuts de votre carrière? Alors justement, à cette école hôtelière, on avait Monsieur Perret qui était le chef des travaux, qui avait travaillé dans
toutes ces grandes maisons parisiennes et le France, le paquebot Le France. Et en fait, les meilleurs éléments, ils avaient des contrats moraux avec certaines maisons parisiennes et ils les envoyaient sur Paris. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme j'étais pas mauvais en cuisine, du coup, j'étais dans les meilleurs. Et c'est là où cette chance d'avoir mis ce pied dans les grandes maisons parisiennes. Et là, ça a été le début de la grande aventure, en fait. Qu'est-ce que vous découvrez dans ces maisons-là et lesquelles vous impressionnent et vont vous marquer dès le début? Qu'est-ce qui va résonner différemment de ce que vous aviez connu avant? Déjà, au Tréport, il y a pas de palace, il y a pas de. J'avais jamais mis un pied à Paris. Donc la première fois que je vais me présenter, du coup, avant de rentrer dans cette maison qui était la Grande Cascade à l'époque. Donc j'y vais avec mes parents, je vais me présenter. Donc on parle avec le chef de cuisine, qui était Monsieur Jean Sabine à l'époque. Donc là, je vois cette belle maison dans le bois de Boulogne. Vraiment, oui, c'était vraiment une très très belle maison, et ce qui est toujours une très belle maison d'ailleurs. Et donc, j'avais pas encore découvert Paris. Donc, je démarre. Après donc avoir mon BEP et mon CAP, on était 3 à aller dans la même maison à la Grande Cascade. Ah oui. Ce qui est pas mal, Déjà, ce qui peut être un peu rassurant. Ce qui était plutôt pas mal. Ouais. Et assez rassurant. Donc, ils devaient nous prévoir une chambre à chacun. Ils nous ont oublié la chambre. Nous, on arrive de province. On n'avait pas un sou. On arrive en train. On n'avait jamais pris le métro. On savait même pas où c'était le bois de Boulogne. L'aventure a démarré avant même que les portes du restaurant aient et été... c'était la cata, quoi. Oh, du coup, moi, j'ai pas osé prendre le métro parce que je savais pas comment il fallait faire. Hein. Je suis allé de la gare du Nord au bois de Boulogne, à la Grande Cascade, à pied avec la valise. Non, mais vous imaginez le truc, quoi. Bah, déjà, quand tu fais une entrée en matière comme ça, là, tu te dis, ouf, c'est chaud. Donc, t'arrives là-bas et on te dit, bah non, on a oublié la chambre. Ah, ok. Bon, ils se sont débrouillés, ils nous ont trouvé un foyer pour le soir même. Donc, déjà, on avait un toit. Et c'était rue de Beaucourt, dans le 8e, où c'était un foyer de jeunes travailleurs. Ouais, mais c'est marrant de raconter ça parce que souvent, quand on se parle de cuisine, ben, on parle de ce qui nous a formés en cuisine et on oublie de parler de tous ces à côté qui sont des choses qui bouleversent un quotidien, qui sont très impressionnantes et qu'il faut appréhender parce que quand on arrive le matin en cuisine avec tous les enjeux qu'on va avoir, l'exigence de ce métier, mais qu'en plus, eh ben, on a dormi de manière peut-être un peu inconfortable, qu'on a fait 1 heure de métro ou qu'on n'a pas su ou qu'on s'est perdu, qu'on a été stressé pour l'heure, eh ben, on vit pas la même journée et ça démarre pas de la même manière. Ouais, mais je pense qu'à cet âge-là, à peine 18 ans, je pense qu'il peut tout vous arriver. Ouais. En fait, il n'y a rien oui, qui mais vous c'est fait important de peur. le dire. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller, en fait. Il faut pas avoir peur parce que ça marche, en fait. Franchement, ça marche bien. Ça nous laisse des super souvenirs. C'est des maisons dures à l'époque, hein. Mais moi, j'ai vu finir des services à 1h du matin et on rentamait à 5h le matin. Hein. Parce qu'il fallait faire le cocktail de 250 personnes. Donc, c'était entre 5h et 8h le matin. Après, t'enchaînais ta journée. Et ensuite, après le service du soir, le chef de cuisine, suivant le travail qu'il y avait à faire, si on était un peu à la bourre, on te sortait les 3 caisses d'asperges à se taper, quoi. Et donc, on était tous ensemble. Il y avait un esprit d'équipe qui était assez fabuleux aussi. Alors, c'est ça, le paradoxe des maisons dures. C'est que finalement, c'est extrêmement exigeant. Ça va parfois trop loin, à plein d'égards, mais ça soude énormément. Énormément. Moi, c'est peut-être la maison où j'aurais peut-être les... en fait, c'est les maisons les plus vieux où j'ai les meilleurs souvenirs, je crois, effectivement. Ouais. C'est ça qui est terrible, en fait. On ne peut pas souscrire à ça, mais en même temps... Mais j'ai tellement appris aussi. Donc, c'était ma première maison, donc j'avais tout à apprendre aussi. Mais c'était une maison où on nous laissait notre chance. C'est-à-dire que, par exemple, on avait notre chef de partie qui était en repos pendant un jour. Ben, on avait cette chance et qu'il nous laissait la place. Donc, on se prenait pour le chef de partie d'un jour, en fait. Et on apprenait énormément. Et alors qu'aujourd'hui, on n'ose plus faire ça. C'est plus compartimenté ? Oui, beaucoup plus. Si tu n'as pas le titre, tu vas pas faire. Alors ça, c'était vraiment une chance encore inouïe d'avoir cette expérience parce que on apprend beaucoup plus vite. On a le sens des responsabilités aussi plus tôt. Et puis on prend conscience aussi des choses aussi dans l'exigence, dans le travail, dans l'organisation, etc. Alors, on prend conscience de beaucoup de choses. Ouais. Et ça nécessite de la part du chef d'avoir un sentiment ou en tout cas un geste de confiance, de confier. Et de formation. Fallait qu'on soit formé vite et bien pour qu'on puisse arriver à prendre la place de chef de partie quand il n'était pas là. Ouais, donc c'était important de transmettre pour que vite les gens soient opérationnels. Comment on quitte, comment on tourne la page d'une première expérience aussi dense, parce qu'on sent qu'elle a été dense, riche
et intense. Comment on passe à autre chose et pourquoi on passe à autre chose Moi, j'ai fait 2 ans dans cette maison. Je suis allé voir le chef, je lui ai dit: «Bon, chef, j'ai fait tout le tour de la maison, j'avais fait la pâtisserie aussi», parce qu'à l'époque, on faisait toujours, la pâtisserie je lui ai dit: «J'aimerais bien, aller ailleurs». Il m'a proposé d'aller dans un hôtel, donc qui était déjà, l'autre qui était l'hôtel Bristol, donc en tant que 2e maison, commis et j'ai fait ça 2 ans aussi. Donc le Bristol, pourquoi le Bristol? Bon, ça a été l'opportunité, on m'a dit: «Ben, tiens, tu vas là, il a besoin de quelqu'un, donc tu vas là». «Oui, chef». Ça, c'était aussi une époque où on était sous l'aile d'eux et où on nous déposait quelque part et il y avait comme ça toute une strate, une génération de professions qui était déplacée selon les chefs qui s'envoyaient les uns les autres et on y allait en fait. Bah oui, parce que entre chefs, ils savaient, qui est-ce qui vous envoyait, donc s'il était compétent, si, il allait, coller, au poste et cetera. Ça existe plus trop cette manière Bah, en de fait, c'est plus ça, c'est que nous, on demanderait ça. On est plutôt demandeurs à dire: «Bah, tiens, si tu veux changer de maison, tu viens me voir, tu me demandes». Mais en fait, maintenant, ils viennent plus nous voir, hein. Ils font, ce qu'ils ont envie de faire par eux seuls. Alors que là, je découvrais un hôtel, donc un palace, avec le room service, avec les banquets, un autre métier, c'est d'autres un volumes. autre métier, exactement. C'est presque un autre métier. Donc là, accélération encore, découverte, beaucoup d'apprentissage, j'apprends énormément. On sent que vous avez le goût, vous avez commencé en disant: «J'ai le goût du travail bien fait», mais là, on commence à avoir le goût du dépassement de soi aussi. Le goût, vous parlez de concours, il commence à avoir un côté compétition aussi, une envie d'aller plus loin. Oui, parce que moi, quand j'étais gamin et j'avais 10 ans, il fallait que je sois le premier quand je courais. C'était déjà là quand même, donc j'aime cet esprit de compétition. Est-ce que vous allez l'emmener, par la suite? Parce que là, quand on se parle de palace, on se parle aussi de grandes brigades souvent et de fait, il faut aussi faire sa place dans ces brigades-là. Comment vous le viviez? Comment vous avez fait justement pour, sinon vous faire remarquer, mais voilà, trouver aussi votre place dans ces endroits comme le Bristol qui sont des paquebots? C'était de faire, effectivement, le travail bien fait, d'être à l'écoute, de bien, reproduire ce qu'on vous apprenait. On faisait pas les malins, hein. En fait, on était là en apprentissage encore, donc on apprenait énormément, on découvrait beaucoup de choses, donc on avait les écoutilles, grandes ouvertes, mais on avait soif d'apprendre, de voir plein de choses, parce qu'il y avait des gens qui étaient très doués, donc Émile Tabordio, qui était le chef à l'époque, était déjà meilleur ouvrier de France. Donc moi, ça m'a donné envie, tout ça aussi, de refaire, d'aller les faire, d'aller, titiller justement ces concours et de faire autre chose que de la cuisine, parce que là, on n'était même plus dans la cuisine, c'était de l'art, en fait. Il y a beaucoup d'humilité finalement dans ce que vous décrivez. Le fait d'arriver jeune, de regarder les autres, de comprendre qu'ils ont de la valeur, de se dire que c'est de là qu'il faut se nourrir, qu'il faut apprendre, que encore à ce stade-là, on ne sait rien et donc il faut observer. Ça demande beaucoup d'humilité. Parfois, quand on est jeune, on a envie de montrer parfois. Oui, oui, c'est vrai, on a souvent envie de montrer, mais on évite, alors, il y a ton chef de parti ou ton chef de cuisine qui te dit: «Attends, non, c'était pas comme ça, c'était comme ça». Donc Ouais. cette humilité, elle vient un peu naturellement parce Ouais. que, Ou elle s'impose en tout effectivement, cas. oui, exactement, Calme-toi, c'est calme-toi. ça, calme tes ardeurs, hein. Et puis, même si on faisait, par exemple, un concours, je me rappelle un concours de froid que j'avais fait au Bristol, que j'avais remporté à Alençon. Ben, vous voyez, on part avec une camionnette réfrigérée avec une pièce où il fallait conduire hyper doucement, il fallait pas un dodan, hein, parce que sinon c'était, quand même compliqué. Donc tu y allais à 50-60 à l'heure, mais c'est des souvenirs qui C'est sont génial absolument ça. incroyables. Donc tu arrives la nuit, le lendemain matin tu déposes ton plateau, et tu sors premier. Bon, ça Et il y reste a des quoi sur le moments. plateau? J'ence le Bah, c'était un froid, c'était un turbo, froid décoré, joliment décoré et j'avais justement le sous-chef qui m'avait donné des ficelles, qui m'avait donné, moi je l'avais beaucoup regardé aussi comment il faisait et qui m'avait bien aidé. et c'est génial parce que tout le trajet a dû être fait en pensant, Ah bah au oui, bah moi plat que j'étais derrière, hein. J'étais derrière avec mon plateau, c'est donc génial. c'était, incroyable, hein. Comment, petit à petit, on passe de, celui qui apprend et on a décrit cette position d'observateur, de se nourrir de ceux qui savent, à petit à petit prendre de la place, peut-être trouver d'autres maisons, se déployer? Comment vous avez opéré cette charnière de: «J'apprends» à «Je commence à faire»? Mais ça, ce que je vous disais tout à l'heure, je suis normand, hein. Un normand, c'est un taiseux, mais par contre il observe beaucoup, il écoute beaucoup. Et ouais, mais à un moment, faut quand même dans ce métier et à l'issue d'une brigade montrer qu'on sait, non? Oui, mais on le fait, humblement, mais naturellement, je dirais.
Mais il faut que quelqu'un nous voie. Qui vous avez eu qui parmi les premiers ont commencé à vous faire confiance pour vous donner des places C'est de chef en chef toujours. C'est-à-dire que quand moi j'ai eu au Bristol, après il a fallu faire l'armée, parce qu'il y avait l'armée à cette époque-là. Donc je suis allé à Fontainebleau pour faire mes classes. Et ensuite je suis allé à Saint-Augustin, où ils m'ont mis à la cave. Donc j'étais pas sommelier, j'étais chef de cave. Et là j'ai découvert le monde du vin. Donc c'était un apprentissage supplémentaire pour moi. Et ensuite, pendant cette année de militaire, j'allais gagner de l'argent dans des maisons comme le Terminus Nord, chez Julien, enfin toutes ces grandes maisons qui faisaient appel à des extras, à des jeunes qui faisaient l'armée. C'était aussi des grands apprentissages parce que des soirées au Terminus Nord où vous faites 1000 couverts à l'époque, je peux vous assurer que vous apprenez. Qu'est-ce qu'on apprend là? L'organisation, la rapidité? Ouais, l'organisation, j'imagine. On apprend l'organisation, le nombre de couverts, ce volume à gérer. Et puis honnêtement, on était noyés. Enfin, moi, je me rappelle des services où j'étais noyé de chez noyé. Je sais même plus comment on s'en est sorti, en fait, tellement, tu vois, c'est bon qui défilent et qui arrivent pas, quoi, à un moment donné. Mais ça sort quand même, quoi. Mais c'est marrant parce qu'il y a une forme d'amusement quand on repense à ces moments-là. Ah, maintenant, oui, mais pas sur le moment. Quels vont être les premiers moments et l'époque dans laquelle vous allez vous voir confier des premières responsabilités? Est-ce que vous pouvez nous décrire ces premiers instants où vous allez passer de celui qui boit la tasse à celui qui commence à savoir nager? Après Bristol, je suis allé au Taïwan. Donc j'ai fait 1 étoile qui était la Grande Cascade, 2 étoiles le Bristol, 3 étoiles le Taïwan. Donc institution aussi, ouais. Pareil, tout ça s'est fait en fait naturellement. Donc c'est de chef en chef. Donc c'était Claude Deligne qui avait besoin d'un cuisinier. Donc j'y suis rentré comme commis, ensuite chef de partie. Et je suis resté 2 ans aussi chez Taïwan, donc avec Monsieur Vrina qui était là à la tête. Donc nous voilà à la Tour d'Argent. Donc j'arrive à la Tour d'Argent, donc on arrive vraiment avec une nouvelle équipe, avec Emmanuel Martinez, donc dans un 3 étoiles aussi à l'époque. Et dans une maison qui a une aura. Il n'y a pas beaucoup de maisons à l'époque qui ont une telle aura, qui dépasse même les frontières. La Tour d'Argent, c'est une institution. C'est pas pour rien quand on a commencé à parler de meilleurs restaurants du monde d'ailleurs, qu'on pensait tous, c'est que la Tour d'Argent a eu longtemps ce rayonnement que peu de restaurants avec, peu de tables avaient ce... C'est vrai parce que ils avaient monté une maison au Japon, donc ils avaient mondialisé déjà un petit peu sa marque, le restaurant en fait. À part Monsieur Terrail, Monsieur Vrina aussi qui avait su faire ça avec au Japon, avec Joël Robuchon d'ailleurs, ils avaient monté un restaurant, des caves, etc. Donc ça a été vraiment les 2 précurseurs en fait, enfin ces 3 du coup avec Joël Robuchon qui étaient assez précurseurs là-dessus. Après moi la Tour d'Argent, je suis pas resté très très longtemps, donc je me suis vite lassé en fait. Et puis c'est pas ça, mais c'est qu'il y a eu cette opportunité où il y a eu Monsieur Constant qui reprenait le crayon à cette époque-là. Et il a appelé Emmanuel Martinez en disant tu connais personne, t'as pas quelqu'un? Et du coup j'ai dit moi je veux bien y aller. Donc je suis allé au Crillon en tant que seconde cuisine de Monsieur Constant. Et là, je réentends l'interview que j'ai faite il y a des années avec votre compagnon de route par la suite, Yves Candebord, qui me dit on était à la Tour d'Argent, moi j'en pouvais plus de ce truc, et on a filé et démarre une aventure qui pour le coup là est extraordinaire. La rencontre avec Monsieur Constant, ça a été l'homme qui m'a marqué le plus dans ma carrière. Je suis resté 7 ans avec lui et je dis toujours, il m'a appris de la cuisine, mais c'est pas tellement la cuisine qui m'a appris, c'est surtout de m'épanouir en fait. J'étais quelqu'un d'assez réservé, qui était normand quoi. Et là avec Yves, avec Monsieur Constant, c'était une équipe de rugby. En fait, je rentrais dans une équipe de rugby avec tout ce que ça incarne, c'est-à-dire le mental, la force, la joie, la fête. Et tout ça, en fait, ça m'a beaucoup aidé à m'épanouir. Qu'est-ce qu'ils vous transmettent à ce moment-là? Parce que quand Yves en parle, on a l'impression que... alors déjà, au-delà de l'ambiance, il y a aussi ce que vous allez faire. Parce que la proposition que vous faites à ce moment-là, à cet endroit-là, elle est absolument singulière. Il y a une forme de réinvention de la cuisine. Les palaces avant, on y mangeait la même chose, quasiment. Exactement. C'était des restaurants d'hôtel avant. Exactement. Alors que là, on est dans un restaurant dans un hôtel. Et ça change tout. Mais ouais. Effectivement. Moi, je me rappelle d'un plat comme ça tout de suite. Une tête de cochon
poêlée à la truffe. Dans un palace, c'est vraiment à pied de nez. Et ça, ça c'est Monsieur Constant. Et ça, nous, on l'a gardé. Ou à la Verrière, ou au Bristol, ça, j'ai toujours gardé ça. Mais elle est géniale cette veine parce que je me rappelle, et c'est marrant de vous voir sourire parce que je me rappelle de la gourmandise d'Yves disant mais nous on a fait ça, je sais plus de quoi il me parlait, peut-être pas d'une andouillette quand même, mais d'un truc Ah du si, genre. dans les de pied de cochon. Et qui dit, et il y a le directeur qui nous dit mais vous n'êtes pas un peu tapé de faire ça, mais goûtez si c'est bon. C'est quelque chose de servir ça quand même sous les ors d'un endroit comme ça en fait. C'est là où en fait, c'est vrai qu'il y a ces lustres, cette argenterie partout, et puis d'y mettre une andouillette de pied de porc. Et en fait, c'est là où tu arrives à capter une vraie clientèle de gastronomes déjà. Et puis aussi de pas faire comme tout le monde, d'interpeller les gens en disant « il a fait autre chose que ce que tout le monde fait ». Et c'était osé, ça a fonctionné, ça a marché. Et malheureusement, on n'a jamais eu ces 3 étoiles qui, à mon sens, on aurait mérité, hein, mais on les a jamais eues. Ça a été un grand regret quand même dans ma carrière. Hein. Franchement, ouais, de pas amener 3 étoiles à Monsieur Constant, l'aider à avoir ces 3 étoiles, ça a été quand même une frustration dans mon métier. Parce que vous pensez que ce geste-là, à ce moment-là, méritait ces 3 étoiles-là? Ah, moi je pense, oui. Ouais. Ouais. Et c'était décalé en fait. C'était le difficile, Michelin, il donne toujours trop tard en fait, et ils enlèvent trop tard et ils donnent trop tard. Hein. Donc c'est un peu dommage. Faut donner quand on mérite. Ouais. Quand on mérite plus, on enlève. Mais il y a de la frilosité, il y a un temps de réaction. C'est ça. Il y a une inertie chez eux qui est un peu longue. Et c'est dommage parce que déjà à cette époque-là, en fait, c'était déjà comme ça. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que moi quand j'entends ces anecdotes-là, je me dis que ça a ruisselé sur plein d'autres personnes aussi dans la cuisine, le sentiment d'avoir libéré quelque chose, décomplexé quelque chose, se dire que dans des adresses de cette aura, de cette notoriété, on peut lâcher les chevaux, parce que là il y a une équipe en cuisine où on se dit, mec, ils sont quand même bien amusés, quoi. On sent qu'il y a une... En fait, il n'y avait pas de barrière, donc on pouvait tout faire. Monsieur Constant nous laissait vraiment une vraie liberté de création. Donc ça, c'était aussi important. C'est ça aussi qu'il a développé aussi chez moi, je pense. Et quand il n'y a pas de barrière, c'est facile, en fait, quelque part. Quand vous parlez de liberté de création et que vous dites c'est facile, c'est marrant. Moi, je me dis toujours que moins on a de barrières, moins on a de contraintes, plus c'est difficile justement de trouver sa ligne, de trouver sa cuisine, de trouver vous. Vous dites que au contraire, la page blanche, l'ouverture, c'est quelque chose qui vous a fait du bien et qui a résonné. Bah oui, parce qu'on a fait la cuisine qu'on aimait faire avec la même ADN que Monsieur Constant aimait. On savait ce qu'il aimait. Donc c'était toujours qu'on a gardé aussi nous. Hein, c'est la gourmandise, le beau produit, même si c'est pas forcément un produit cher, mais le beau produit. Et ça, c'est hyper important. Et ça, vous l'avez gardé. Ça, on sent que c'est quelque chose de l'ADN qui s'installe. Et là où vous vous dites, est-ce que c'est ce moment où dans votre vie de cuisinier, vous vous dites, là, je touche à une note que je vais garder dans ma gamme à moi. On sent que c'est quelque chose où vous vous dites, bon, ça, je vais l'emporter. En fait, ça te plaît. Donc, inconsciemment, oui, c'est ton répertoire. Tu dis, ça, en fait, c'est ce que j'aime faire. Et ça, du coup, ça reste après l'ADN de ta cuisine. Comment ça va se traduire par la suite? Parce qu'après, on se parlait de la Verrière et après, il va y avoir évidemment la grande page du retour à une maison que vous aviez connue, qui est le Bristol. Comment on emporte sa cuisine et vers quoi on l'amène quand on a connu ce moment-là Donc, il y avait Yves à cette époque-là, donc au Crillon. Yves est parti au bout de 5 ans et a monté son propre restaurant qui s'appelait La Régalade, qui a été un succès, mais c'était phénoménal ce qu'il a marqué. Donc, ce menu carte qui existait nulle part, donc très novateur, cette cuisine bistronomique, on va dire, donc qui a fait un carton à des prix hyper accessibles. On était en francs encore à cette époque-là. Donc par contre, quand Yves est parti, moi ça m'a donné l'envie de partir. Et Monsieur Constant m'a dit non, vous partez pas tous les deux en même temps. Donc tu me laisses encore 2 ans. Je suis resté 2 ans supplémentaires à ses côtés. Et ensuite j'ai pris mon envol seul. Donc j'ai cherché une maison. Donc j'ai pris, alors à l'opposé de Yves, lui était dans le fin fond du 14e. Moi je suis allé dans le fin fond du 19e arrondissement où j'ai repris un café de quartier, hein, on peut dire ça. Et parce que j'avais pas les moyens de m'installer, donc j'ai pris une maison qui était en dépôt de bilan. Et j'ai racheté cette maison et j'ai fait cette cuisine de bistronomie que Monsieur Constant nous avait inculqué en fait. Comment on fait? C'est quand même vertigineux de passer de la place de la Concorde au nord parisien dans
dans une adresse de quartier qui vraisemblablement n'a pas fonctionné. Enfin, c'est... Ouais, mais en même temps, il avait lancé le modèle quand même, Yves. Hein. Donc cette formule fonctionnait en tout cas. Après, c'était nous de bien faire la cuisine, évidemment, et un bon service. Mais... Parce que là, aujourd'hui, on est là avec des Instagram, des agences. À l'époque, ouais, mais il y avait un François Simon ou un Emmanuel Rubin qui vous remplissait le restaurant du jour au lendemain et pendant 6 mois. Donc, qui était hyper influent. Ou j'étais chef de l'année au Goemio. Le téléphone, pendant 6 mois, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté, mais quand je vous dis pas arrêter, on raccrochait, on décrochait, on raccrochait, on décrochait. C'était de la folie. C'est vrai que ça change quand même grandement les choses. Et vous vous souvenez de ces moments charnières où, suite à un article, suite à la venue, vous avez vu passer et décoller cette histoire? Parce que de fait, ça va décoller, quoi. Alors j'ai eu cette chance, c'est que quand je suis... cette chance. Oui, vous parlez souvent de chance, mais par début dans ce que vous Là, racontez. c'était pas tellement chanceux parce que... Ça se mérite quand même. C'était... je me suis installé en novembre... Je crois que c'était 86, je pense. C'était pendant toutes les grèves. Ça avait duré 2 mois, les grèves. Donc c'était l'enfer. J'avais le restaurant qui avait du mal à décoller. J'ai dit jamais on va s'en sortir du truc. Et du coup, donc j'ouvre à pleine grève. Le jour de la grève, j'ouvre. Mais j'ai cette chance, du coup, que François Simon vient la première semaine. Il me fait un article. Et du coup, quand même, j'arrive à avoir du monde dans mon restaurant à cause de cet article. Et ça, je le remercierai jamais assez. Parce que c'est lui qui me sauve le restaurant. Hein. Il ne demandait pas à l'époque s'il y retournerait, mais ça avait déjà... Ah oui, complètement. Comment on va quitter cette adresse qui, pour la première fois, est la vôtre, finalement? C'est là où vous allez... on vient pour vous, on vient pour votre cuisine. Là, vous êtes en première ligne. Qu'est-ce qui fait que... C'est-à-dire qu'au départ, je cherchais à déménager pour essayer... Je me suis dit, là, j'aimerais bien avoir quand même une étoile Michelin pour ce que je fais dans ma cuisine. Donc, je voulais déménager. J'ai cherché à déménager. Je trouvais pas ma maison. Et j'ai eu un coup de fil de monsieur Ferchaud, qui est venu, qui m'a appelé et qui m'a demandé si ça m'intéressait de reprendre les fourneaux du Bristol. Loupé, du coup, on n'arrivera pas à aller vers sa petite cuisine ou son nouveau restaurant. On est appelé par une illustre institution. Qu'est-ce que ça fait? En l'occurrence, une maison que vous connaissiez déjà. Ce qui est un dilemme quand même, mine de rien. Donc c'était un dilemme, mais en fait pas tant que ça. Déjà quand j'étais gamin au Bristol, je me disais s'il y avait un jour une place de chef à prendre, ce serait celle-là. Qu'est-ce qui résonnait à ce moment-là dans cette maison qui a fait que vous ayez très tôt cette intuition? La famille haut de cœur, c'est un esprit de famille et qui vous donnait des moyens de travailler pour bien faire. Moi, j'avais adoré cette ambiance en fait familiale pour un groupe comme ça en fait qui est quand même énorme. Dans votre esprit de vous dire si un jour il y a une porte là. Et je m'étais dit ça. J'avais beaucoup aimé aussi cette diversité des hôtels, le room service, hein, tout ça c'était. On s'ennuie jamais en fait dans un hôtel. Et donc quand Monsieur Ferchaud m'a appelé. Je n'ai pas hésité longtemps en fait. Je me suis dit, tant pis, je vais me séparer de mon restaurant. J'ai essayé de le garder pour le vendre un peu après, et puis je prends la place du Bristol. Ça se refuse pas une place de chef au Bristol. Comment alors si ça se refuse pas, à un moment comment on y arrive? Comment au début on embrasse un navire qui est extrêmement impressionnant, un outil de travail qui devait déjà l'être, même si vous avez encore gonflé la voile par la suite. C'est énorme, hein, le Bristol, c'est des grosses maisons, c'est des grosses machines. Mais je la connaissais bien quand même, puisque j'avais travaillé déjà 2 ans dedans. Et puis, c'est surtout l'expérience de mes 7 ans au Crillon qui m'ont servi, en fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai été choisi. C'est cette expérience de 7 ans au Crillon, à côté de Monsieur Constant, où on parlait de nous quand même en 3 étoiles, même si on les a jamais eus. Donc, cette notoriété du Crillon qu'il y avait, elle m'a vraiment rendu service pour le Bristol. Hein. On s'est dit, il sait faire. Exactement. Ils n'étaient pas très inquiets dans le savoir-faire. Mais bon, quand même, ce qui était dur pour moi, c'est que j'étais passé par chez moi et avec 5 ans de bistronomie, en fait, et pas de cuisine étoilée. C'est pas les mêmes codes. C'est pas les mêmes codes. Hein. Et du coup, il a fallu me réapproprier, en fait, ces codes. Alors, moi, je suis un peu fou des fois, mais je suis arrivé au bout de 1 mois, 1 mois et demi, j'avais tout changé, tous les plats de l'hôtel, que ce soit le room service. J'ai voulu tout me mettre à ma main tout de suite. Alors, c'était bien ou pas bien, bon, j'en sais rien, peu importe. Mais au moins, rétrospectivement, est-ce que vous le referiez comme ça? Ouais, je pense que je le referais comme ça. Ah ouais. Mais je me sentais bien, en fait, avec mes plats. Ok. Ça exige d'être à l'aise, exactement. C'est ce que vous décrivez. Il faut être quand même à l'aise et tranquille dans ses baskets pour se dire, ok, dans une institution comme ça, en 1 mois. Voilà, comme ça, on redonnait des bonnes bases partout. Enfin, des bases, en tout cas, les miennes, ce qui étaient les miennes. Et après, ça pouvait me permettre, en fait, de retravailler ces bases et de les améliorer. Donc, il faut avoir la confiance
de la famille déjà pour pouvoir faire table rase, et donc ça c'est plutôt chouette quand on a ce truc avec soi pour démarrer. J'ai eu aussi, je vais redire encore cette chance, c'est que j'avais des patrons exceptionnels, donc que ce soit la famille Haute-Cœur et aussi Monsieur Ferchaud. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait une confiance aveugle. C'est chouette de pouvoir avoir cette liberté-là. Mais en même temps, moi, j'ai géré cette maison comme si c'était la mienne. Donc, en tant que patron, et pas sur une vision courte, c'était vraiment sur une vision de long terme. Et moi, je disais toujours, moi, mes seuls patrons, ça reste mes clients. C'est pas Monsieur Haute-Cœur, c'est pas Monsieur Ferchaud, c'est mes clients. C'est eux mes patrons, c'est eux qui nous payent en fait tous les mois. Quand vous parlez des fondations et de ce que vous arrivez et ce que vous voulez mettre en place très vite dans un endroit à ce point respecté et respectable, c'est quoi les bases? C'est quoi? Vous dites quoi? Quelle note vous avez envie d'apporter? Qu'est-ce que de vous avez envie d'emmener au Bristol à ce moment-là? C'est ce côté un petit peu faire ce pied de nez en fait des beaux produits, mais pas forcément luxueux. C'était ça un petit peu, je continuais dans l'ADN en fait de Monsieur Constant, un petit peu quelque part. Encanailler un peu l'histoire, finalement, il y a un peu de ça. Oui, moi je faisais du macro vin blanc, mais qui était, c'était chiadé 3 étoiles, c'était hyper laser le truc. Ouais. Et Dressé Palace, dressé 3 étoiles en fait. Dressé 3 étoiles, ouais. Et d'ailleurs, 1 an après mon arrivée, j'ai eu la 2e étoile. Quand même, c'était hyper rapide. Comment c'est vécu ça? Vous vous souvenez justement, parce que c'est quand même pas rien à cet âge-là, parce que vous êtes jeune, vous arrivez, il y a une maison qui est immense au-dessus de vous, c'est vous qui la portez et... Moi, j'étais super content, forcément. On l'a appris par la presse. À cette époque-là, c'était par la presse. Comment ça, qu'est-ce que ça génère? Est-ce que dans un palace comme ça, qui n'a a priori pas besoin de publicité, puisque c'est une maison que tout le monde connaît, qu'est-ce que ça fait l'obtention d'une étoile? Quel effet ça produit? Est-ce que vous avez vu une différence immédiate, quelque chose? Parce qu'une 2e étoile, ça éveille la curiosité quand même. Ça assoit les choses en tout cas. Et on est plus en concordance avec la grandeur de la maison, la beauté de la maison, ce côté palace quoi. Et moi, ce que j'avais fait surtout, et dans la continuité de Monsieur Constant, c'est j'avais installé un restaurant dans un palace. C'est-à-dire que moi, en plus, je sortais plus ou moins de mon bistrot, donc j'avais encore cette cuisine, même si elle était fine et élégante, j'avais encore ce côté un peu bistronomique, on va dire. Donc hyper gourmand, hyper généreux, mais ça manquait de finesse. Et la 2e étoile, elle m'a aidé en fait à m'épanouir. Plutôt qu'à me bloquer, elle m'a épanoui cette 2e étoile. Parce que ce qu'on dit là et ce qu'on s'imagine, c'est que ça peut vous obliger justement à resserrer, à être plus laser, à gommer un petit peu de la bistronomie. Non, vous, ça vous libère. Moi, ça m'a libéré dans la créativité. Ah ouais. On vous fait confiance, donc moi, je l'ai pris comme ça. Et du coup, j'ai fait la cuisine que j'aimais manger, que j'aimais faire. J'avais beaucoup voyagé à l'époque, donc je m'étais beaucoup inspiré un peu de mes voyages, qui est une grosse erreur en fait, parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais en fait, je fais plus ma cuisine. Elle a plus de ligne directrice. Et là, je me suis recentré. Et en fait, j'ai mis un peu des œillères et j'ai fait vraiment ce que j'avais envie de manger, ce que j'avais envie de partager avec mes clients. Et c'est là où j'ai eu ma 3e étoile en fait, quand j'ai eu une vraie signature dans ma cuisine. Qui aide à ça? Est-ce que tout seul, on arrive à se dire, putain, je pars trop d'Orient, trop de je ne sais pas, trop d'influence, il faut que je me ressente? Ou est-ce qu'il y a des gens qui passent sur le chemin et qui vous le disent et qui vous éclairent et qui vous disent, qui vous mettent la puce à l'oreille? Non, moi ça m'est venu seul. Ah, c'est balèze. Ouais, quand je même. me suis rendu compte tout seul. Ah ouais. Et de fait, vous resserrez le trait, vous vous rapprochez de vous-même, et là, le Michelin confirme 3 étoiles sur votre nom. Qu'est-ce que c'est que ce moment? Ah ouais, ça restera entre le MOF, où c'est une vraie satisfaction personnelle, et la 3e étoile, ça restera forcément, c'est les 2 plus grands moments de ma carrière. Et puis ça va durer, parce que les obtenir, c'est une chose, les maintenir, c'est encore un autre délire. Et il y a eu la durée, pour le coup, ça c'est... Ouais, 15 ans de 3 étoiles. Le Bristol, il y avait les 3 étoiles, mais c'est tout un hôtel en fait que je gérais. Et je prenais autant d'importance à du room service que les banquets, que le 114 ou le 3 étoiles. Moi, on venait chez moi. On n'est pas chez moi, mais quand on venait au Bristol, on venait manger du fraîchon partout. On est parti en se parlant des fêtes, puisque on se parle des fêtes de fin d'année. Cette implication-là, j'imagine, elle implique un sacrifice qui est total. Là, pour le coup, c'est 15 ans de quoi? De sous-marin, là, non? Alors, c'est quand même un travail d'équipe. Moi, j'ai Franck Leroy qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours pendant les 25 ans, parce que lui était même là avant moi, donc était vraiment mon adjoint proche. Et donc, tous les deux, on veillait au grain
de manière à ce que ce soit vraiment Constant, pour le coup. Et constant. C'est tout à fait juste. Et vous arriviez à vivre d'autres choses, vous, par ailleurs, quand on a cette carrière-là, quand on est MOF, quand on a 3 étoiles, qu'on a à la tête d'un paquebot qui est... Alors, oui, il n'y a pas de 10 personnes, il y en a 40, 50. Nous, on était 120 personnes à l'époque, dans toute la cuisine. Hein. Et bon, j'ai mis plein de choses en place. Il y a la meunerie, j'ai mis un moulin au Bristol, la chocolaterie. Enfin, c'est pareil, c'est ce que je vous disais au départ. En fait, dans un hôtel, on s'ennuie jamais si on se donne les moyens. Donc, on essaie toujours de faire mieux. De faire des éclats d'un jour, c'est facile. Mais de se donner la peine, de toujours faire mieux tous les jours. Donc, c'est un travail de labeur, en fait, du quotidien. Mais qui est solide en fait en même temps. Le côté ludique et la magie que vous voyez de la cuisine de l'enfance dont on se parlait au tout début, là on sent qu'il y a aussi un amusement, une envie, voilà, faire ce que vous avez fait au Bristol en plus de la cuisine. Vous parliez de ces projets que vous avez signés et que vous avez mis au cœur de la cuisine aussi. Il y a un truc de l'ordre de l'enfance, c'est une envie de s'amuser aussi, d'explorer des choses là. Certainement, mais c'est certainement aussi l'amour du travail bien fait toujours. D'aller plus loin là c'était une rencontre avec Roland Feuillas, donc c'est là où je suis vraiment tombé amoureux de son pain et de ses blés, donc je les ai appropriés, je suis allé voir, il m'a fait voir, j'ai goûté et puis je me suis dit c'est ça qu'il faut mettre en fait au cœur du Bristol, hein, un moulin, et personne n'avait ça, c'était vraiment une révolution. Je sais même pas s'ils l'ont gardé d'ailleurs au Bristol, mais en tout cas, c'était révolutionnaire à l'époque. Et puis de mettre un pain coupé, tranché au milieu de la table, c'était osé dans un palace aussi. Mais c'est le pain, moi j'ai pas pris le pain pour le pain, j'ai pris le pain pour ses valeurs. Hein. Donc c'est le partage, c'est... Il y a une forme de rusticité. Exactement. Quelque chose d'élémentaire. Donc c'était ça que je voulais aussi mettre au milieu de la table. C'était la philosophie de ma cuisine et du pain qui parle en fait de ma cuisine en fait. Et on démarre par ça. Ouais. Un ADN un peu primaire dans le bon sens du terme. Très, très évident. Très Exactement. Ancré. Pour terminer et boucler, cette histoire elle va prendre fin. Vous allez le quitter, le Bristol. Est-ce que vous avez le sentiment, a posteriori, parce que ça fait maintenant 2 ans? Quasiment, oui. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes bien avec cette idée de fin, de chapitre? Est-ce que vous êtes serein par rapport à l'idée d'avoir mis fin à cette époque-là, qui représente quand même une grande partie de votre vie et qui vous reste à coller? Parce que quand on se dit Éric Fréchon, on pense Bristol forcément, et réciproquement. C'est vrai que mon nom est très attaché au Bristol et le Bristol est très attaché à mon nom, c'est évident. Fait, ouais. 25 ans, je pense que dans la carrière d'un cuisinier, il n'y a aucun cuisinier qui a fait 25 ans dans un palace. Et puis surtout, on se dit que ça n'arrivera jamais plus, parce que c'est plus non plus, on a l'impression, dans l'air du temps, cette idée de s'ancrer, de travailler en profondeur en un endroit. Oui, je pense que ça n'existera plus, donc je serai peut-être le seul, d'ailleurs, à voir ça. Possiblement. Hein. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que pendant 25 ans, vous portez une charge de travail quand même, parce que c'était du travail quand même, le Bristol, avec tous ces points de restauration. C'était beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, beaucoup de présence. Mais on se rend pas compte quand on y est. Et après, moi, je voulais, parce que j'avais, pendant que j'étais au Bristol, j'ai eu cette chance aussi d'avoir des patrons qui m'ont laissé faire des activités aussi à côté. Donc ça, c'était, je leur remercierai jamais aussi assez, d'avoir un pied dedans et un pied dehors. Et c'est important. Ouais, de pouvoir faire exister Éric Fréchon en dehors. Bah oui, parce que dans sa tête, en fait, il y a une espèce d'équilibre qui se fait et on se sent bien. Donc c'est malin de leur part quand même, c'est très clairvoyant en fait. Oui, c'est hyper clairvoyant. Et de pouvoir m'exprimer sur d'autres cuisines ailleurs, il faut oser le faire quand même. Donc ça, c'est vrai que c'était vraiment bien. Et à un moment donné, en fait, j'avais tellement de maisons à côté que ça devenait trop. Donc je me suis dit, c'est soit j'arrête à côté ou soit j'arrête au Bristol. Mais il fallait que j'arrête un des deux. Et puis j'étais, j'aime pas ce mot, mais retraitable. Et du coup, mais étonnamment, ça m'a aidé à prendre la décision aussi. Je me suis dit, de toute façon, là maintenant, je dirais que j'ai fait ma carrière de cuisinier jusqu'à la retraite. Et maintenant, je peux me réexprimer en tant que patron. Et ce que je vous disais, c'est qu'étonnamment, ce fardeau est lourd. Et quand on le quitte, c'est là où on se rend compte qu'il est lourd, en fait. Ouais. Vas-y. Ah ouais, quand même, je reprends un peu de liberté, de travail, de la liberté. Tiens, ce soir, j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Alors que je m'attachais à être là matin, midi et soir tous les jours. J'ai fait ça pendant 25 ans quand même, donc.
Et du coup, j'imagine que vous touchez là désormais un autre équilibre parce que de fait, cette surprésence a dû créer de l'absence. Aujourd'hui, vous devez profiter personnellement de plus de liberté et de vie. Vous parliez de votre fils. J'imagine que c'est un terrain sur lequel on peut plus investir des... Oui, bien sûr, évidemment. Donc là, j'ai goûté à cette liberté et quand j'ai quitté le Bristol. Mais les gens, quand ils ont su que j'étais libre, j'ai eu pas mal d'appels. Et là, dans la même année, c'est-à-dire l'année où j'ai quitté le Bristol, j'ouvre 6 restaurants quand même, avec une liberté que j'avais moins avant, forcément. Ouais. Oui, on l'aborde plus du tout de la même manière. Non, c'est plus pareil. Est-ce que de fait, aujourd'hui, on est, pour reboucler avec le tout début, un peu plus présent à Noël? Est-ce que les Noëls, on retrouve la saveur d'une famille et des grandes tablées de l'enfance? Noël, je le fais en famille, et le 31, je le fais en famille. Et ça a quelle saveur? Pour moi, j'ai découvert ces nouvelles saveurs parce que ça n'existait pas, en fait. Et qu'est-ce que c'est bien, quoi. Et peut-être que si c'était à refaire, peut-être que je referais pas le même cheminement. J'arriverais peut-être à prendre un petit peu plus de temps pour moi. Parce que j'ai vraiment donné au Bristol 25 ans de ma vie au Bristol. Je l'ai vraiment dédié au Bristol. Alors, dernière question, est-ce que vous faites la bûche le soir de Noël, vous-même, comme celle de votre enfance ou... Oui, moi je la fais pas. Honnêtement, je l'achète. Ah bah bravo. Ouais. Mais j'achète chez un pâtissier et une bûche à la crème au beurre, effectivement. Ah, pas mal. La boucle est bouclée. Merci, chef. Merci à vous. Voici donc un chef qui redécouvre une magie qui, après une vie de labeur et de dévouement à sa vocation, refait la cuisine autrement, renoue avec la table telle qu'il l'a connue enfant, entouré des siens. Drôle d'entendre ainsi Éric Fréchon évoquer ce qu'il reste quand les cuisines du prestige se taisent après qu'on leur a tout donné, quand on retrouve auprès de ceux qu'on aime le goût simple des choses, ce que l'on préfère, et forcément, on revient là au goût de l'enfance. C'est cela Noël finalement, c'est pas une démonstration, c'est une occasion de boucler la boucle du réconfort. Et je voudrais remercier le chef Éric Fréchon de nous avoir ainsi emmenés au cœur de son histoire. En cette même semaine, si vous écoutez fidèlement ce podcast, vous aurez repéré qu'il était parmi la bande du Crillon pour raconter dans un épisode mythique leur histoire commune au cœur du palace. Et je me souviens qu'Yves Candebord l'a qualifié de taiseux. Normand, dira-t-on pour raccourcir. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour un taiseux, il a su nous emporter dans son histoire. En tout cas, moi, j'étais avec lui tout du long. À croire que les micros de ce podcast sont magiques, à moins que ce soit l'idée de Noël qui nous touche ainsi, de la même manière, et nous renvoie au cœur des histoires. Quoi qu'il en soit, merci infiniment, chef, de nous avoir ainsi raconté votre histoire. Merci de nous avoir conviés par les mots autour de la table familiale, au cœur de la transmission, d'avoir partagé cette envie de faire plaisir qui vous a mis en mouvement toute votre carrière et ne vous quittera sans doute jamais. Finalement, il y aura toujours ce garçon de Normandie, ravi de surprendre les siens avec ses huîtres chaudes. Il y aura toujours cette envie, sincère. Elle traverse sa parole, elle traverse son métier. Même si le chef l'avoue, on ne sort jamais complètement indemne de tant d'années passées à donner aux autres. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. J'espère que comme moi, vous avez apprécié ce récit d'un très grand chef qui, le temps d'un épisode, est revenu à la cuisine de son enfance pour nous rappeler que Noël, c'est ça, un moment où l'on revient, justement, à ce qui compte. Je vous rappelle que pendant un mois, tous les jeudis, vous retrouverez ce format, un nouvel épisode donc du Noël des chefs, et que oui, il va y avoir des surprises puisqu'on attend des becs sucrés. Et vous, avez-vous déjà pensé au menu que vous allez préparer pour les fêtes? Bon, ça va, on a encore un peu le temps d'y penser. Vous pourrez en tout cas partager à la table les souvenirs qu'ici vous pourrez écouter, vous pourrez conseiller à votre cousin éloigné d'écouter votre podcast préféré. Allez, salut!